n'est pas très loin. Je disais que les années solaires sont assez importantes pour les génoïdes car le débourrement est pas non plus très tardif, mais un peu plus que nos cépages habituels en roulis. Et donc c'est important d'avoir une arrière belle saison pour que la maturité des raisins soit optimale et avoir une belle concentration de jus dans les grappes. Donc c'est des petites baies, des grappes très compactes, des petites baies noires qui sont marquées par beaucoup de fruits et une légère acidité, une belle acidité, et qui se retrouvent dans le vin composité. Donc là c'est le 2022, donc c'est très jeune. Là l'idéal là c'est le 2019-2020, là il commence à être très bien. Là le 22, l'acidité est assez marquée, mais c'est avant-garde, hein, donc il faut se mettre ça en tête. Mais voilà, avec l'année 2022 qu'on a eue, normalement dans le futur celui-là sera très bien. Très groseille même en bouche, hein, c'est pas désagréable. En termes de vinification, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Il y a un foulage léger vinifé, il est mis en cuve produit pendant une quinzaine de jours, il n'est pas sulfité à la vendange, il est sulfité simplement un petit peu à la nuit. Et voilà, il n'y a que du remontage, il n'y a pas de pigeage, cuve inox. Et puis cette année, on a essayé une nouvelle chose, la nouvelle vendange, on l'a mis en fût, on a fait une barrique de 600 litres pour voir un petit peu ce que cela pourrait nous donner de différent. Voilà, ça sera le 2023. Alors je confirme pour le 2019, parce qu'on en a ouvert une bouteille la semaine dernière, avec un Master of Wine anglais, Jamie Good. J'étais très fier de lui dire j'ai ouvert une bouteille, ça t'as jamais goûté, que statistiquement j'étais sûr de mon coup. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a goûté ça à l'aveugle. Et alors déjà sa première réaction c'était waouh. Donc déjà ça c'est bon. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'on va chercher des choses un petit peu nouvelles, des goûts qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Et on en revient là, on est sur un cépage, on est sur un millésime jeune. Et c'est vrai qu'on retrouve l'acidité qui pour moi n'est pas forcément gênante parce que ça donne un petit coup de peps hyper intéressant, mais qui était justement, on retrouve bien pourquoi ce cépage a dû être abandonné à une époque parce qu'il ne correspondait plus, parce que trop acide, trop tardif. Et on voit complètement que, alors que 2022 est une année quand même précoce, hein, on a vendangé hyper tôt dans le centre-Loire, et on voit que malgré cela, ce vin a de la fraîcheur, et donc c'est certainement une des voies dont a parlé Bertrand, c'est justement de revenir sur ces cépages qui avaient été oubliés pour certainement de bonnes raisons, et qu'on va certainement retrouver pour de bonnes raisons. C'est ça, c'est cépage particulier. Je veux dire, notre cerveau n'est pas tellement habitué à avoir une belle acidité comme ça en rouge. On est sur certaines années, sur certains millésimes, on est quasiment sur l'acidité de nos blancs Sauvignon, donc ce qui est quand même assez rare, et totalement rare. Et voilà, ça favorise sa capacité de garde aussi. Quelle est la date moyenne de vendange? La date moyenne de vendange, c'est... là, cette année, on a vendangé nos Pinot Gris en début septembre. Là, les genouillers fin septembre. Voilà, pour un ordre d'idée. Les Pinot Noirs un peu avant. Tous les ans, c'est le genouiller qui va être vendangé en dernier? Oui, quasiment, oui. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin? Des questions par rapport à 2022? Moi, je trouve que c'est déjà bon à boire, mais j'aime bien ce côté un peu. Aujourd'hui, à le boire comme ça, on a souvent dit quand on fait un apéritif, on dit on va avec du blanc, du rosé, des bulles. Et souvent, on ne fait pas un rouge à l'apéritif parce qu'on dit non, le rouge, c'est plus de matière. Je trouve que c'est un rouge qui est quelque part qu'on pourrait servir aujourd'hui justement à l'apéritif. Si vous avez des petites choses à grignoter avec des petites choses un peu grasses, des choses comme ça va passer vraiment tout seul. Donc il y a aussi le fait qu'on va utiliser les caractéristiques du vin, ça peut entre guillemets se détourner, parce que si j'ai un vin justement qui a un peu de fraîcheur, on peut aller chercher quelque chose qui va vraiment s'équilibrer. Il n'accuse pas sa jeunesse. Il n'accuse pas sa jeunesse, exactement.
Voilà, donc bon, ce qui est intéressant, c'est effectivement, alors on manque aussi un peu de recul, parce que c'est vrai que le genouiller, c'est reparti, ça fait pas si longtemps que ça. Donc on n'a pas non plus autant, on n'a pas 50 ans de recul comme au domaine dans le Tarn pour justement aller écouter ce que ça va donner. Mais au fur et à mesure, grâce à des vignerons comme vous, comme le domaine Patin, on va pouvoir goûter, voir comment ça évolue, est-ce que ça se ferme à un moment et ça se réouvre après. Et petit à petit, ben, ça va écrire cette histoire de renaissance du cépage. Totalement ça, donc là c'est la c'est le quatrième millésime, donc voilà, la vigne a moins de 10 ans, donc on n'est pas encore sur une stabilité des millésimes chaque année, donc le système racinaire n'est pas totalement bien non plus encore, et puis il faut savoir aussi que cette vigne, on l'a plantée sur une parcelle qui était céréalière à la base, il n'y a jamais eu de vigne sur cette parcelle, ou alors il y a très longtemps, et même tout autour c'est des champs, donc c'est une terre riche et qui permet le développement du genouiller qui est très productif. Hein, je répète, on fait des tailles très courtes pour éviter qu'il y ait trop de grappes par pied. Et voilà. Et au niveau commercial, comment les clients, enfin les amateurs reçoivent ce cépage quand ils le découvrent? C'est avant tout une surprise déjà quand les consommateurs le découvrent. Au début, c'est parti essentiellement avec des cavistes, comme Guy par exemple, de la cave Malitor La Bourge. C'est essentiellement des professionnels qui sont intéressés au sujet, et puis petit à petit, avant de le faire déguster au caveau, il y a de plus en plus d'amateurs qui s'y intéressent et qui font partager autour d'eux. Donc on commence à avoir aussi une vraie clientèle sur le genouiller, que ce soit au caveau ou avec les cavistes. Non seulement c'est bon, mais en plus, il est brillé un soir, vous mettez ça à l'aveugle. Statistiquement, s'il y en a qui le trouvent, vous n'avez vraiment pas de chance. Bah, très bien, applaudissements s'il vous plaît pour le domaine Charpentier, ce super genouiller. Voilà, si vous avez des questions d'ordre général ou particulier, bon bah super. Ah, on a une question, dis-moi. Excusez-moi, comment se fait-il qu'il y a si peu de vignerons, notamment ici dans le coin de Reuilly, qui essayent ce type de cépage ancien, comme vous les charpentiers vous le faites, comme M. Tatin le fait dans le Cher? Comment qu'il y a si peu de curiosité de la part de ces vignerons, souvent jeunes, pour essayer de faire ne serait-ce qu'une petite parcelle? J'ai une réponse réglementaire. Aujourd'hui, dans le Centre-Loire, on a le droit de planter que 1 hectare par an de vin de France. Pour des raisons De vin de vin de France, parce que le genouiller ne peut se faire qu'en vin de France, parce que c'est un cépage autorisé, et qui n'est pas autorisé en IGP, qui n'est pas autorisé en appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées dont ce n'est pas le sujet de discuter, il y a un seul hectare par an. Donc si vous avez si vous avez à attribuer, donc si vous avez 20 vignerons, enfin 10 vignerons qui demandent à planter, quel que soit le cépage en vin de France, ça sera divisé par 10. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Un hectare par an par AOC? Non, 1 hectare par an pour tout le Centre-Loire en vin de France. C'est-à-dire Indre, Cher, Nièvre. Voilà. Ouais, cette question-là, la place du genouiller, bon, c'était le vignoble historique, le cépage historique du vignoble d'Issoudun, c'est un défi pour Reuilly, quoi. Est-ce que Reuilly sera capable un jour de dire on va essayer le genouiller et incorporer une proportion de genouiller dans notre vin rouge de Reuilly pour accentuer l'identité spécifique du Reuilly? C'est le défi qui est posé au Reuilly. Mais aujourd'hui, on n'est que 2 ou 3 à avoir planté sur Reuilly du genouiller. Bon, on est en vin de France. Et comme l'a expliqué Benoît, on ne peut pas planter du vin de France. En gros, il y a une démarche protectionniste des appellations du Centre-Loire qui ne veulent pas voir du Pinot Noir ou du Sauvignon en vin de France se développer autour d'elles. Donc, il y a une démarche protectionniste de limiter à 1 hectare pour tout le Centre-Loire, parce que vous avez tout le négoce de Loire qui est attentif, acheter des terres céréalières et essayer de faire du vin de France. Bon, ça n'a aucun intérêt pour nous. Effectivement, il y a une démarche protectionniste qui est justifiée. Mais cela dit, ça empêche d'innover aussi. Et c'est la contradiction devant laquelle on est. Mais le challenge pour Reuilly, c'est d'être un peu créatif
et d'être capable de faire des tests en assemblage pinot noir et genouillé pour voir si on peut faire des vins rouges différents et plus intéressants. Et les assemblages qu'on a pu faire en bouteille en s'amusant entre nous, 30% de genouillé et 70% de pinot noir, ça donne des choses très intéressantes. Donc, bon, c'est ce qu'on a tenté sur 2022. On l'a fait uniquement en bouteille, hein, c'est pas des choses qu'on va commercialiser. On n'avance jamais tout seul dans un vignoble, on avance ensemble. Et donc, il faut convaincre des collègues, il faut qu'il y ait des dynamiques de groupe, et c'est ça qui est complexe. Sincèrement, pardon, juste pour aller dans ton sens, c'est aussi le fait que, on l'a vu, hein, quand le genouillé a été sauvé, Bertrand en a fait partie avec Sicavac. Moi, je me rappelle que le Nivin, le Nivin de l'époque, disait non, au début c'était carrément non. Après c'était vous allez planter 150 pieds et vous allez faire 3 ans de vinification et puis on verra. Et puis arrivé à la deuxième année, d'un seul coup, il fallait sauver la biodiversité. Il y a eu un retournement, ce qui fait qu'ils ont dit le genouillé, on le réinscrit dans les cépages autorisés. On l'a vu ce matin à différentes, puis on le goûte avec la problématique du changement climatique, du changement de consommation aussi vis-à-vis des consommateurs. Il y a des choses qui vont s'ouvrir et je pense sincèrement qu'à un moment, c'est des choses qui vont être des situations obligatoires parce qu'il ne faut pas rêver. On sera plus là dans 50 ans, mais le paysage viticole de la région n'aura plus rien à voir dans 50 ans par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut se donner tous les outils pour justement continuer à perdurer. Et Étienne me disait pourquoi pas faire des bulles avec du genouillé. Et c'est vrai que l'acidité qu'on ressent, il y a certainement des choses intéressantes à faire. Et surtout on en revient, c'est que même si on parle de cépage, quand tu fais du genouillé, tu sais que c'est local, hein, c'est Centre-Loire, c'est pas ailleurs. Et ça c'est hyper intéressant. Si j'ai compris ce qu'a dit Monsieur Tatin, il y a un certain conservatisme des AOC. Non, c'est pas conservatif. C'était pas le lieu d'en parler, mais c'est juste qu'à une époque, on a voulu planter des sauvignons du pinot noir, qui sont les cépages vraiment de la région, et pour éviter que globalement, là je suis dans l'appellation Rully, je me mets à côté, je suis plus dans l'appellation Rully, et je produis du sauvignon. Derrière, je vais dire, ok, c'est pas du Rully, mais regardez, c'est juste de l'autre côté de la route. Donc parasitisme d'un point de vue. Malheureusement, tu ne peux pas interdire de planter uniquement avec une liste de cépages. Ce qui était proposé à l'époque de dire on interdit de planter du sauvignon et du pinot noir en dehors des appellations de la région. Et après, on ouvre à tous les autres cépages parce que quelqu'un veut planter n'importe quoi, de la syrah, faire des tests de pinot blanc, de choses comme ça. Sauf que c'était pas possible. Donc la seule solution qui a été trouvée, c'était de dire, on limite à 1 hectare les vins de France, alors que maintenant, bon, c'est pas la meilleure solution, c'était la seule solution qui a été faite. Mais à l'époque, on parlait pas encore justement du développement du genouillé ou des choses comme ça. Mais ça va évoluer. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes. Pour le fameux hectare là, qui est... J'en sais strictement rien. Enfin, j'ai une petite idée, mais ça fait partie de mon job, donc je peux on pas dire. arrive à avoir à peu près 8 arts par an. Donc on divise 1 hectare par 8 arts, ça donne le nombre de demandes. Voilà. Il y a à peu près 15 demandes, je pense. Bon, très bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette dégustation. Merci beaucoup. On va applaudir tous les tabliers, les soutienners et certainement c'est parti. Et vous avez vu encore une fois, on le voit déjà depuis que ce salon et que ces rencontres existent. L'avantage de ces cépages, c'est qu'on a vraiment des vins qui ont du caractère et souvent ça va de pair. Hein. On a parlé de cépage, on a parlé de terroir, mais il ne faut jamais oublier la main de la femme ou de l'homme qui met tout ça en musique. Parce que c'est grâce à ça justement qu'on va aller chercher les expressions de terroir et avec des vins qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'était certainement plus intéressant. Voilà. Merci à toi.